Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Où que vous soyez, bonsoir à toutes et à tous. Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute. En fin d'émission, ce sera la première de l'année de LGBT+ Committed avec Christophe Martet. C'est sa première également. Annabelle Guiraud, bonsoir pour Santé Pourriel. Bonsoir à toutes et tous et mes meilleurs vœux aux auditrices et aux auditeurs. Et pour cette première chronique de l'année, on va parler santé au féminin et plus exactement des violences gynécologiques et obstétricales. Un sujet qui touche toutes les femmes, hétéros comme les femmes qui ont des rapports sexuels avec les femmes. C'est aussi la première émission de l'année. Nicolas Rividi, bonsoir pour le plus célèbre. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes, chères auditrices et auditeurs. Évidemment, excellente année 2022 également. Et ce soir, depuis quelques jours, les antivax sont devenus des non-vaccinés. Mais ça ne change pas grand-chose au problème. Antoine Duvignal, notre fidèle, est avec nous ce soir. Bonsoir, bonne année Antoine. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Et ce soir, je vais vous parler de Lyautey, enfin, de sa vie intime. Ça va être passionnant tout à l'heure. Oui, ça c'est sûr. Avec toi. Bonsoir à Nathan Hilero et Mathieu Zansky. Salut à tous les deux, comment ça va au micro qu'on entende votre douce voix. Eh ben écoute Brahim, ça va très 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 bien. Et puis oui, on est tous accompagnés en ce moment de Mathieu, il est là aussi. Ça va super aussi, j'espère que vous allez tous bien. Et puis voilà, on salue aussi Amy qui sera chargée notamment de la réalisation du podcast et du montage aussi. Voilà. J'espère aussi d'ailleurs que vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter sur le podcast. Continuez parce que c'est quand même un magnifique soutien que vous nous apportez au fur et à mesure des années. Et donc on vous en remercie beaucoup. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Et nous sommes avec Manuel Picot, coprésident de la Fondation Fier. Bonsoir Manuel, comment ça va ? Bonsoir Brahim, bonsoir tout le monde et mes meilleurs vœux aussi pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux, merci à toi Manuel. Alors coprésident et bien sûr Pascal Rintaud qui t'accompagne dans tes fonctions. Absolument, nous sommes un presque vieux couple maintenant. Ouais. Depuis Paris 2018, on reste aux manettes de la Fondation Fier. Alors cette Fondation Fier, qui est donc, on peut dire, la flamme des Gay Games, des Gay Games à la Fondation Fier, c'est toute une histoire et tout un parcours. J'aimerais que tu reviennes un peu sur les Gay Games et nous dire un peu comment s'est créée cette fondation et pourquoi. La fondation Fier a été initialement créée en 2015 pour aider au financement par le mécénat de Paris 2018, qui était l'association qui organisait les Gay Games. Et c'est devenu une fondation abritée par FAS, qui nous permet d'avoir la reconnaissance d'utilité publique. Et après les Gay Games, on a souhaité continuer notre mission pour permettre davantage d'inclusion et de respect des personnes LGBT dans le sport et la culture, qui sont les deux grands domaines des Gay Games. Donc c'est un héritage concret des Gay Games où on peut continuer d'aider le mouvement sportif, le mouvement associatif, le mouvement culturel à organiser des projets, réaliser des projets, et puis aussi à réfléchir sur de nouvelles idées pour que le sport rime avec fair play, avec inclusion, respect et équité, ou équité et respect. Ça nous fait les initiales de Fier aussi. Oui. Alors quel type de projet vous soutenez, vous subventionnez ? Ce sont des projets qui viennent de toute la France, j'imagine. Si tu pouvais nous donner quelques exemples, Manuel. Alors on a commencé depuis 3 ans à financer des projets. Alors ça peut être des planches de bande dessinée de Ralph Koenig par exemple, qui ont été faits sur le thème de la sérophobie et de l'homophobie, la LGBT-phobie. Ça peut être une exposition et un livre comme Sport et Fierté. On va en parler effectivement. Qui est sorti en fin d'année dernière et réalisé par
avec notre concours par le think tank Sport et Citoyenneté, mais ça peut être aussi un appel à court-métrage qui est en cours, réalisé par Bulle Productions, ou encore un court-métrage sur le rugby ou sur le football. Voilà, des projets assez vastes, à la fois culturels et sportifs. Il y a aussi des tournois que l'on a aidé à financer. Alors, venons-en donc au livre Sport et fierté. Donc, ce livre est publié par la Fondation Fier et Sport et Citoyenneté. C'est un livre donc qui met en avant 20 portraits de personnalités engagées dans le sport. Si tu pouvais un peu nous décrire ce livre sans trop rentrer dans les détails pour nous donner le plaisir de le découvrir. Les personnalités, comment elles ont été sélectionnées, et si tu pouvais nous dire un peu leur nom et leur fonction. Alors en fait, c'est un livre, c'est un projet vraiment intéressant qui nous a été soumis par Sport et Citoyenneté, qui visait d'abord à mettre en lumière des personnalités publiques, qu'elles soient du sport, des médias ou de la politique, pour s'exprimer sur un sujet qui est quand même relativement tabou, qui est à savoir l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans le sport. Donc parmi ces personnes, il y a Olivier Rouillet, qui est le premier footballeur à avoir fait son coming out, mais il y a aussi Jean-Luc Romero, qui est adjoint au maire, à la maire de Paris, ou d'ailleurs Pierre Ramadan, qui est à la fois sportif et adjoint à la maire de Paris, chargé des sports, ou alors encore un journaliste comme Arnaud Bonin, qui a fait un excellent documentaire sur Faut qu'on parle, qui est paru qui a été diffusé sur Canal+, ou alors l'athlète trans Sandra Forgue. Voilà quelques exemples, et je pourrais encore citer Marie Patouillet, qui a représenté la France aux Jeux paralympiques, et qui nous parle de sa vie personnelle, ou Pauline Arnaud-Magnin et Guillaume Cizeron, qui sont deux autres athlètes out ces 2 dernières années. Et alors, le message, tous autant qu'ils sont, si tu pouvais nous dire un peu quelques messages qu'ils passent, des messages toujours forts, j'imagine. Alors en fait, c'est des messages intéressants parce chacun témoigne vraiment de son vécu du sport, et montre en fait, illustre en fait ce que nous avions préparé dans le cadre d'un guide de préconisation pour rendre le sport plus respectueux et plus inclusif. Il nous montre comment il manque d'éducation, de formation. Il nous parle des insultes ou des brimades qu'ils peuvent subir. Il nous exprime aussi des situations où ils sont victimes parfois d'homophobie alors qu'ils sont hétérosexuels, mais simplement parce que il y a des préjugés, il y a des stéréotypes qui font qu'une femme qui fait un sport dit masculin est forcément lesbienne. Voilà, des choses courantes. En fait, ils illustrent parfaitement toutes les situations qu'on peut vivre dans le sport, et en même temps ils donnent des grands beaucoup d'espoir sur le fait de pouvoir s'affirmer, le fait de soutenir, et nous avons là à la fois des rôles modèles, c'est-à-dire des personnes qui représentent la communauté LGBT et dans lesquelles on peut se retrouver, mais aussi des alliés qui sont hétérosexuels et qui ont envie de prendre la parole pour soutenir les personnes LGBT, pour qu'elles puissent être elles-mêmes dans le sport sans aucun tabou. Ouais. Tu parlais de rôle modèle, Manuel Picot. Lors des derniers Jeux, il y a eu quand même un grand nombre d'athlètes qui se sont révélés et qui ont fait leur coming out. Est-ce que les Gay Games et le travail que tu fais sur le terrain avec ton équipe... On a constaté que depuis 2018, il y a eu plus de coming out, donc depuis les Gay Games, il y a eu plus de coming out en France d'athlètes de haut niveau.
que depuis le premier coming out de Amélie Maurismo en 1999. Et 2021 a été un cru particulièrement important, puisque on n'a jamais eu une délégation française aussi LGBT, représentée par des athlètes LGBT, et à la fois d'ailleurs sur les Jeux olympiques et paralympiques. Donc c'est vraiment un grand progrès, et ça veut dire que quelque part depuis les Gay Games, avec toutes les actions qui sont menées à la fois par les associations, à la fois par le gouvernement et un petit peu par les instances sportives, il y a un vrai élan pour de visibilité, d'expression de la parole, et ça devient, ça va peut-être arriver à être la fin d'un tabou, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Grâce à votre combat donc, et votre pierre à l'édifice. Donc alors, sport et fierté, donc 20 portraits de personnalités engagées qu'on peut trouver, qui est gratuit ? Non ? J'ai pas compris. Non. Où on peut trouver cet ouvrage, Manuel ? Alors cet ouvrage, il est et nous en avons un certain nombre d'exemplaires. Sport et le think tank Sport et Citoyenneté là aussi. Donc, si vous voulez, je peux collecter des adresses pour les adresser. C'est sur demande. Et sinon, il va être mis en ligne prochainement. Mis en ligne, très bien. De manière à ce que chacun puisse le découvrir en économisant un peu notre planète. Ouais. Donc ce sera disponible normalement au courant du mois de janvier. Ouais, c'est le cadeau de rentrée de la Fondation Fier. Absolument, ouais. Et avec la forte contribution de Sport et Citoyenneté qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de ce projet et qu'on a accompagné de manière importante, parce qu'on voulait vraiment que ce soit un très beau sujet, bien traité, et c'était vraiment original. Et c'est non seulement un livre, mais c'est aussi une exposition qui reprend l'ensemble des portraits avec des verbatim de chacun, chaque personne interviewée, et mise en exergue avec les préconisations de la Fondation Fier. Et c'est une exposition qui va pouvoir circuler dans toute la France, voyagera, et dont la première exposition va avoir lieu fin de ce mois-ci à Paris Centre, dans la mairie de Paris Centre. Ouais. Pour une dernière question, Manuel, donc les personnes qui ont un projet, donc il suffit qu'ils aillent sur le site internet de la Fondation Fier et alors l'appel à projet, en fait, en 2022 a changé puisqu'il est tout au long de l'année. Si vous avez un projet qui est inédit et innovant et à but non lucratif, et qu'il est culturel ou sportif, qui permettent l'inclusion des personnes LGBT dans le sport ou la culture, vous pouvez télécharger le dossier et sur notre site fondationfier.fr et le remplir, nous l'adresser tout au long de l'année. On regarde les dossiers au fur et à mesure et on accordera les subventions et on fera l'accompagnement au fur et à mesure de l'année. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière. On a fait un appel à projet. Bien. Maintenant, il n'y a plus d'appel à projet, c'est tout au long de l'année. Lancez-vous en tout cas. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de vous maintenant, après tout ça, vous qui avez des idées au sein de cette fondation ? Ça reste secret, peut-être ? On a développé au niveau de notre fondation un guide de préconisation pour rendre le sport plus inclusif et plus respectueux pour les personnes LGBT. On a créé un label Fier Sport qui est opérationnel depuis le mois de décembre et qui permet à toutes les organisations sportives, les collectivités publiques, de solliciter ce label pour montrer combien elles sont inclusives et ouvert à la diversité, mais on voudrait faire quelque chose d'analogue au niveau de la culture, parce que contrairement aux idées reçues, il y a aussi des sujets à traiter en matière culturelle, et ce sera notre prochain travail, tout en approfondissant encore beaucoup le travail que nous avons mené sur le sport. Et pour finir vraiment dans nos perspectives, ce qu'on souhaite, c'est vraiment accompagner le mouvement sportif et les collectivités publiques pour la mise en œuvre de nos préconisations, pour la labellisation, et ça nécessite pas mal de travail sur le terrain. Merci pour ton combat, Manuel, et salut à toute l'équipe.
Merci à toi, merci à toute l'équipe. Et puis encore une fois, tous mes vœux pour une année fantastique. À vous également. Merci, à très très vite. Au revoir. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et nous allons passer à la musique avec Nathan et je suis sûr que ce morceau va être très très sport. Alors, oui, il est sport. Il est plutôt destiné à un moment important, je dirais, au niveau de l'effort. Parce que la chanson que j'ai choisie correspond, on va dire, à un effort continu, ne jamais lâcher dans sa force actuelle, dans son effort dans lequel on est, par exemple, quand on est à la salle de sport, on décide, je sais pas moi, de faire des tractions et des muscus, et on dit qu'au bout d'un certain temps, on pense avoir atteint la limite. Et ben non, il faut toujours continuer à se pousser, se repousser, même se dépasser, en général. Et je me suis dit, il y a une chanson qui, quand même, illustre bien ça, c'est la chanson d'Eminem avec Nate Dogg qui s'appelle « Till I Collapse ». Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you want to just fall flat on your face. Till I collapse, I'm spilling these raps. Long as you feel them to the day that I drop. You'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin' to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, but sizzle my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols forgot, Slizzle does not give a fuck. Till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone holla, till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone holla. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's in its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got to give me. The presence wet dream like Bob and your Whitney. Nate hit me. Till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone holla, till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone holla. Soon as a verse starts, I eat it at MC's heart. What is he thinking? I'm not to go against me, smart, and it's absurd how people hang on every word. I'll probably never get the props I feel I ever deserve, but I'll never be served. My spot is forever reserved. If I ever leave Earth, that would be the death of me first. Cause in my heart of hearts, I know nothing could ever be worse. That's why I'm clever when I put together every verse. My thoughts are sporadic. I act like I'm an addict. I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathers. But I don't wanna go forth and back in constant battles. The fact is I would rather sit back and bomb some rappers. So this is like a full-blown attack. I'm launching at 'em. The track is on some battle and raps who want some static. Cause I don't really think that the fact that I'm Slim matters. A black and platinum status is whack if I'm not the baddest. Till the roof comes off, till the lights
Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone until the roof comes on. The roof comes on until my leg underneath me. I will not fall. I will stand tall. Feels like no one can beat me. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on retrouve Annabelle Guiraud pour Santé pour Yel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet santé poignant. Les violences gynécologiques et obstétricales. On va commencer par poser les bases. Qu'est-ce que sont les violences gynécologiques et obstétricales ? Aucune définition légale. Pour faire simple, ce sont des violences exercées par un ou une professionnelle de santé qui a un comportement, des paroles, des actes qui ne sont pas médicalement justifiés ou consentis par la patiente. Cela peut avoir lieu durant une consultation gynécologique, obstétrique, un accouchement, un avortement, une fécondation in vitro. Phénomène nouveau ? Non, juste un sujet tabou. Comme moi, amusez-vous à remonter le temps d'Internet. Recherchez violences gynécologiques et obstétricales sur Google en sélectionnant vos résultats par tranche de 5 ans. On constate que c'est seulement entre 2000 et 2005 que cette terminologie apparaît sur la toile. Plus on avance dans le temps, plus les publications se multiplient, voire explosent en 2014. À cette époque, un gynécologue est condamné à 8 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 6 patientes. C'est aussi le début du lancement de #PèteTonUtérus sur Twitter avec 7000 témoignages édifiants en 24 heures sur les violences gynécologiques et obstétricales. En janvier 2015, création de la page Facebook Stop à l'impunité des violences obstétricales, qui collecte des témoignages de femmes victimes. Un collectif qui s'organisera plus tard en association, Institut de recherche et d'action pour la santé des femmes. 2015 toujours, c'est le scandale des touchés vaginaux sur des patientes endormies, pour, paraît-il, un meilleur apprentissage des étudiants en médecine. La même année, France Culture diffuse un reportage sur la maltraitance gynécologique dans l'émission Sur les docs. Franc succès d'écoute et de téléchargement. La machine est en marche, la parole des femmes se libère. Enfin se fissure le plafond de verre entre patientes, victimes et certaines professionnels de santé aux pratiques intolérables. Un phénomène qui continue, rappelons-nous, la dernière affaire très médiatisée avec un gynécologue d'un hôpital parisien en septembre dernier. Et vous, auditrices et auditeurs en transition F2M, avez-vous déjà été victime de ces violences au cours de votre vie ? Oui, peut-être, vous ne savez pas trop ? Voyons en quoi correspondent ces violences gynécologiques et obstétricales en pratique. C'est par exemple la non prise en compte de la gêne par un médecin qui exige le déshabillage total de sa patiente, alors que ce n'est pas obligatoire pour un examen de routine. C'est aussi des actes exercés sans avoir recueilli le consentement de la patiente. Pour illustrer cela, focus sur l'épisiotomie, qui consiste à inciser le périnée pendant l'accouchement pour laisser passer le bébé. En France, cet acte est réalisé dans 60% des accouchements, le plus souvent sans consentement. Alors que l'OMS précise depuis 1996 que ce taux ne doit pas dépasser 10% des accouchements car l'épisiotomie n'est plus considérée comme geste préventif. Qui plus est, ce périnée mutilé peut être recousu avec un point du mari non consenti, c'est-à-dire un point de suture supplémentaire pour resserrer le diamètre d'entrée du vagin et donner davantage de plaisir à monsieur. La femme, objet de torture cousu main par le patriarcat. Autre mutilation, les hystérectomies. Le témoignage que je vais vous livrer est édifiant. Une femme de 37 ans doit se faire opérer d'un kyste sur un ovaire. À la fin, elle se réveille avec son utérus en moins. Le médecin lui dit que ce n'est pas grave. Et la patiente répond « Eh bien moi, je vais vous couper la bite, mais ce n'est pas grave ?» L'homme outré claquera la porte et hurlera dans le couloir que cette femme est folle. L'hystérie féminine a toujours bon dos. Les violences gynécologiques et obstétricales, c'est aussi des pratiques sans consentement et qui peuvent s'apparenter à des violences sexuelles. Un toucher vaginal sans consentement est un viol. C'est aussi des injonctions sexistes, des jugements portés sur la sexualité des patientes, le poids, le désir d'enfant ou l'orientation sexuelle. Par exemple, une jeune femme s'est entendue dire que la meilleure contraception, c'est de fermer les cuisses. D'autres ont reçu la missive qu'elles n'auront jamais d'enfant car trop grosses.
Sans parler des femmes qui viennent consulter pour des règles douloureuses et qui se font entendre qu'elles sont douillettes, fragiles. Jusqu'au jour où elles se feront diagnostiquer une endométriose par un gynécologue compétent à l'écoute de ses patientes. Il y a aussi les médecins qui ne comprennent pas pourquoi des femmes n'ont absolument pas besoin de contraception. Symbole d'une médecine hétéronormée, reflet de l'hégémonie phallique patriarcale. Tant et si bien que de nombreuses femmes homosexuelles abandonneront tout suivi gynécologique, voire pour 1 sur 3 n'aura jamais de consultation gynécologique au cours de sa vie. Mais pourquoi une telle ignorance de ces professionnels de santé sur le sujet de la santé des femmes homosexuelles ? En fait, certains considèrent que c'est une information médicalement non importante. C'est hélas méconnaître les problématiques de santé des femmes ayant des relations sexuelles avec les femmes. Pour d'autres, l'orientation sexuelle relève de l'intime et sont gênés d'en parler. Et si la santé de ces femmes était tout simplement invisible ? Pour beaucoup, les lesbiennes ont des relations à caractère non pénétrant, donc sans risque. Encore une fois, c'est mal connaître la santé des lesbiennes et plus largement des femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes. Comme on le constate, les violences gynécologiques et obstétricales peuvent prendre diverses teintes. Actes, paroles, comportements sexistes. Mais que faire lorsqu'on en est victime ? Eh bien, un certain nombre de ces violences sexistes et sexuelles sont des délits pénalement répréhensibles, donc porter plainte. Dans les autres cas, ces violences peuvent être signalées auprès de l'Agence régionale de la santé. Une plainte peut aussi être déposée auprès du Conseil national de l'ordre des médecins. Étant donné que c'est un sujet qui mêle diverses formes de discrimination, ces faits peuvent aussi être signalés auprès du défenseur des droits. Dans tous les cas, ces démarches sont longues et complexes, alors préférable de se faire aider par des associations spécialisées. Et sinon, comment faire pour lutter contre les violences gynécologiques et obstétricales ? Une solution efficace, aller chez un praticien safe, c'est-à-dire une praticienne reconnue par les patientes comme ayant des pratiques respectueuses. Le collectif Gras Politique a établi une liste de soignants, et pas uniquement des gynécologues, au comportement éthique et non grossophobe. Il y a aussi le site Gyn-Echo, qui recense des médecins féministes, et le site pour retrouver des médecins LGBT friendly. Côté médical, les professionnels de santé pourraient être davantage à l'écoute de leur patientèle. C'est vrai qu'il existe des praticiens naturellement bienveillants, mais les études de médecine formatent à cette culture santé hétéronormée, sexiste. Tout un process patriarcal d'apprentissage à déconstruire. Il serait appréciable que les médecins de demain, les carabins d'aujourd'hui, puissent recevoir un enseignement sur l'écoute, le savoir-parler, le savoir-être avec autrui, sans discrimination. Également, si la santé sexuelle fait désormais partie des enseignements des étudiants en santé, les professionnels de santé en exercice devraient aussi avoir droit à ce savoir, à des rappels. Car oui, ces derniers ont déjà de l'information mise à disposition sous forme de guides, d'articles, de rapports. Mais ce n'est pas suffisant car cela repose sur une démarche volontaire de lecture du praticien. Donc, pour davantage d'efficacité dans la lutte contre les discriminations en gynécologie obstétrique, on pourrait imaginer des formations obligatoires et périodiques en santé sexuelle, en droit, en sciences humaines et sociales. Objectif ? Un diagnostic et des soins adaptés à une patientèle très éclectique. Des rappels juridiques sur le devoir d'information, le consentement, les discriminations. Vous voyez, les violences gynécologiques et obstétricales, c'est une thématique très dense. Et vous désirez aller plus loin ? Ce sujet vous a intéressé ? Je vous recommande le rapport sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans une prochaine chronique, on parlera santé inclusive ou comment lutter contre les discriminations LGBT-phobes en santé. Tekara à tous et tous. Merci Annabelle, sujet vraiment grave, j'espère que ça va faire un peu réagir. Moi je découvre, je tombe de haut, un sujet assez tabou quand même. Un sujet tabou, oui, comme je l'ai dit, qui commence à décoller depuis 2014, mais c'est pas pour ça que ça s'arrête, donc il faut continuer d'en parler et se saisir du droit que l'on a de porter plainte ou de dénoncer cela vis-à-vis des autorités compétentes ou des organismes compétents. Nicolas ? De toute façon, on entend plein de témoignages et de remontées depuis des années de femmes qui sont victimes à des degrés divers de violences lors de consultations gynécologiques, obstétriques, etc. Et que je constate qu'on n'entend pas de témoignages d'hommes qui sont victimes des mêmes violences quand ils font une consultation d'urologie. Donc il doit y avoir manifestement un problème dans l'approche et dans la façon d'exercer la médecine chez tout un tas de praticiens. Et Annabelle l'a très bien dit, donc je ne vais pas paraphraser la chronique. Voilà, c'est révoltant, c'est inadmissible.
Donc s'il y a des personnes révoltées qui ont subi un certain nombre de choses, le premier réflexe, c'est... Eh bien, tout dépend en fait de la violence qui a été effectuée. Soit c'est un délit, donc là c'est porter plainte, soit c'est pas un délit, donc porter ce signalement à l'autorité, à l'agence régionale de santé, ARS, également le défenseur des droits, grand spécialiste des discriminations. Et puis tout seul, vaut mieux se faire aider. Ouais, par des associations qui encadrent, qui supportent les patients. Voilà, et leur accompagnent. Merci Annabelle. C'est le conseil que je donnerais. Prochain sujet, donc, tu disais. Eh bien oui, le prochain sujet, ça sera sur la santé inclusive ou comment lutter contre les discriminations LGBT-phobes en santé. Et là, on en a vu un petit morceau, mais on verra ça de manière beaucoup plus large. Merci Annabelle. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous allons passer maintenant à Nicolas Rividi pour le plus de l'actu. Alors Nicolas, ce soir, on parle du phénomène anti-vax qui a pris de l'ampleur ce week-end. Oui, j'ai passé une partie de ma vie aux côtés d'un grand-père brillant, centralien, ingénieur de haut niveau. Les gros isolants en verre sur les pylônes à haute tension, c'est lui par exemple, et aussi le fait que les câbles ne touchent pas le sol malgré leur poids, alors ça n'a l'air de rien, et pourtant, il était cultivé, bref, une tête. Si je parle comme mes parents, il se trouve que malgré son intelligence que je n'hésiterai pas à qualifier de supérieure, il s'était construit un panel de contre-vérités scientifiques qui avait fini par régir sa vie. Laisser la fièvre monter, ne boire que de l'eau tiède, éviter les boissons gazeuses dont les bulles viendraient se ficher dans les reins, être convaincu que l'on peut attraper le sida en touchant une poignée de porte, ne manger que du pain complet, il tenait ses lubies de médecins érudits, mais dépassés par leur temps autant que de nouveaux gourous convaincants. L'argument massu était tombé une fois, c'est écrit dans un livre. J'avais alors 16 ou 17 ans et déjà cette justification me semblait complètement délirante. Aujourd'hui, des gens ont vu sur YouTube, ont lu sur Twitter, ont partagé sur Facebook et ont entendu parler sur CNews. Ils se greffent en bandoulière leurs croyances toutes fraîches en ayant l'intime conviction que leur seule invocation sera un barrage suffisant contre une maladie aveugle et sourde. En face, celles et ceux qui se surprennent du phénomène ont probablement vécu dans une grotte ces 40 dernières années. La sensibilité au complot, ce n'est pas une affaire de niveau d'études, c'est surtout une paresse intellectuelle. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait envie d'emmerder les antivax. C'est surtout dans ce contexte qu'au lieu de rendre la vaccination obligatoire, Emmanuel Macron a fui ses responsabilités et a préféré tendre un piège grossier à ses congénères de la basse-cour partisane en contraignant la gauche à défendre les antivax avec l'extrême droite. Notez que c'est habile. Alors, pour l'occasion, les antivax sont devenus des non-vaccinés. Il faut bien ripolliner un peu la façade quand il y a trop de caca dessus. Le regain d'intérêt pour l'antivaccinisme ne s'est pas fait attendre, puisque hier, 100 000 désœuvrés ont pu battre le pavé pour clamer une fois de plus qu'on vivait dans une dictature. Une porte de sortie honorable pour une partie de la gauche aurait pu résider dans la revendication, par exemple, forte de la vaccination obligatoire et opposable, afin d'amplifier la campagne de vaccination, mais aussi de rendre l'État responsable du fait que chaque résident du territoire puisse avoir accès au vaccin. Il n'en est rien et de toute façon se vacciner est devenu aux yeux de certains un acte politique de soutien au gouvernement. Les antivax ont trouvé chez quelques politiques et médias complètement incultes d'un point de vue scientifique des alliés de poids. Cette dernière semaine, il y a eu en moyenne 210 morts chaque jour dans les hôpitaux. Pour 70% d'entre eux, il n'y a pas de schéma vaccinal du tout. Calcul fait, ce sont environ 100 personnes par jour qui auraient pu échapper à une infection trop sévère à laquelle elles auraient probablement survécu. 100 personnes par jour meurent en France à cause de prophètes déglingués qui martèlent des bêtises. Oui. Mais tout de même, Nicolas, tous les non-vaccinés ne sont pas anti-vax. Il y a aussi des personnes de bonne foi qui n'ont peut-être pas pu accéder tout simplement au vaccin, notamment certaines personnes isolées. Alors ça renvoie à ce que je disais sur la vaccination obligatoire et opposable. Mais l'histoire est séduisante, c'est vrai, on nous annonce à grand renfort de sondages, décidément ils nous font chier en tout domaine, que 40% des non-vaccinés déclarent ne pas avoir trouvé le chemin d'un centre de vaccination. Déclarent. Pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre que si c'est déclaratif, on est quand même sur du très très vague. Ils trouvent par ailleurs sans problème le chemin de Facebook. Hier, TF1 a diffusé un long reportage portant sur un vieux et une vieille anti-vax. La vieille est sous assistance respiratoire et plutôt miraculée. Interview sur un quelconque regret. Elle explique que maintenant, elle serait sans doute obligée de se faire vacciner. Avant d'être reprise par son mari, qui, sans un mot, pour le dire, lui fait comprendre en exposant son avis tranché qu'elle a tout intérêt à s'y ranger. Mutisme de la vieille après ça, même avec 2 gros tubes qui sortent de son nez. Je ne sais pas qui est victime de qui dans cet attelage foireux, mais dire devant sa femme intubée qu'il ne changerait pas un iota à son attitude relève de la connerie. Vous me direz que c'est un exemple parmi d'autres, c'est vrai.
Et nous avons vu des malades non vaccinés faire machine arrière et inciter à la vaccination. L'un d'entre eux, Karim, qui est d'ailleurs finalement décédé du Covid le 20 décembre, a tout de même eu le temps, malgré son témoignage, d'être accusé d'être un acteur par des non-vaccinés. Alors notez bien que certains non-vaccinés, malgré le rebranding, ont l'air quand même d'être de bonnes, vraies saloperies. Parce que chez les non-vaccinés, il y a ceux qui voient des complots juifs partout, ceux qui considèrent que Bill Gates a inventé le virus, ceux qui considèrent que l'Institut Pasteur a inventé le virus, ceux qui croient que les Chinois ont inventé le virus, ceux qui demandent pour les médecins un Nuremberg 2, ceux qui portent l'étoile jaune en manif, ceux qui imaginent qu'il y a de la 5G et des nanoparticules dans les vaccins. D'ailleurs, c'est drôle, le vaccin Novavax que les non-vaccinés attendent avec impatience contient, devinez quoi ? Des nanoparticules. Les non-vaccinés sont aussi ceux qui ont pris d'assaut des hôpitaux, qui ont incendié des centres de vaccination, qui menacent des élus de mort, qui instrumentalisent le décès de personnes vaccinées souffrant de comorbidité, qui diffusent des informations mensongères depuis des mois, voire des années, qui prétendent tout soigner avec des jus de légumes ou de l'homéopathie. Les non-vaccinés, ce sont celles et ceux qui sont persuadés que le virus a été inventé à partir de morceaux du VIH. Les non-vaccinés, ce sont ceux qui se filment en disant que finalement laisser les femmes morfler pendant l'accouchement en leur posant la péridurale au dernier moment, c'est bien. Ça reboucle avec la chronique d'Annabelle, mais c'était pas prévu. Les non-vaccinés, ce sont deux jumeaux télégéniques portés au rang de génie scientifique, qu'ils ne sont pas, qui crèvent à 72 ans en parfaite santé. Les non-vaccinés, ce sont ces personnes qui défendent l'idée qu'Hillary Clinton se livre à des rituels pédosataniques. Les non-vaccinés, ce sont ces agriculteurs de pacotille qui enfouissent des cornes de vache remplies de bouse le soir de pleine lune au pied de leur culture, parce que la vache est en connexion avec le cosmos via ses cornes. Les non-vaccinés, c'est ce chanteur has-been avec un QI d'huître qui moleste une équipe de télévision. Les non-vaccinés, c'est cet ancien député FN qui danse comme un con sous la pluie en gueulant résistance. Les non-vaccinés, c'est le fondateur du Puy du Fou qui prétend avoir soigné son Covid à l'hydroxychloroquine et au pastis. Les non-vaccinés, ce sont ces médecins qui prétendent sur YouTube que le vaccin rend stérile et qu'il transmet la stérilité aux enfants. Putain, ça me fume. Les non-vaccinés, ce sont ces cinglés qui expliquent que les enfants vaccinés ne sont plus humains, qu'ils grimpent sur les murs ou que l'âme se sépare du corps des adultes vaccinés. Toutes ces fadaises ne sont pas apparues en mars 2020 avec le Covid. Les alertes nombreuses depuis très longtemps sont restées lettres mortes. Et le plus de l'actu, Nicolas ? Il y a de vraies victimes du complotisme vaccinal et médical. Ce sont les personnes qui meurent ou gardent de lourdes séquelles qui auraient pu être évitées. Le fait est néanmoins que lorsqu'on choisit, quelles que soient les raisons profondes, de préférer aux scientifiques austères mais crédibles des ébulons médiatiques aux réponses simplistes, il semble difficile de se plaindre de la colère que l'on suscite. Par ailleurs, la vaccination étant un acte altruiste, le refuser ne justifie peut-être pas de vous emmerder, mais votre égoïsme ne fait certainement pas de vous un humain utile et dévoué à ses congénères. Le fait d'être gouverné par des imbéciles ne justifie en rien d'adopter la même attitude. Merci Nicolas. Avec tout ça, ça mérite qu'on aille prendre un canon. Ça mérite. Avec le président. Avec le président ou avec quelqu'un d'autre. Merci. Des réactions quand même autour de cette table. La polémique du président. Tiens, Annabelle. C'est très maladroit. Ouais. C'est pas digne d'un chef de l'État. Il peut dire ça en toute intimité, mais pas lors d'un interview dans un journal, quoi. Ça, sans déconner. Ouais. Antoine, ça mérite une réaction. Oh oui, ça mérite une réaction, oui. Non, mais je trouve que la chronique de Nicolas est tout à fait pertinente et que c'est un vrai fléau, ce problème. Et voilà, donc rien à dire, j'approuve. Cette idée un peu de chronique, tu étais tellement révolté en ayant écouté le chef de l'État, tu t'es dit non. Non, j'en ai rien à foutre d'Emmanuel Macron, en fait. Je pense qu'il faut ne rien avoir à foutre d'Emmanuel Macron. On s'en tape de ce qu'il peut dire, en fait. Je ne suis pas le premier à dire des conneries. De Gaulle traitait les Français de veaux. Alors, très franchement, Emmanuel Macron qui emmerde les antivax, on est quand même loin du compte. Non, moi, c'est juste que, en fait, je suis, comme tout le monde, observateur de la situation. Que autour de moi les gens tombent comme des mouches et que quand je vois l'état de certains de mes potes qui sont contaminés par le Covid avec la vaccination, je n'ose pas imaginer ce que ça aurait pu être s'il n'y avait pas eu la vaccination. Voilà, je trouve que là encore c'est un acte altruiste. Il faut penser aux autres. On agit pour les autres dans une société. On n'agit pas que pour soi. On agit que pour soi quand les conséquences ne regardent que soi. Si j'ai envie de faire l'équilibre au bord d'une falaise et que je me casse la gueule, c'est mon problème. Par contre, là, le problème, c'est qu'en dessous de la falaise, il y a tout un tas de gens sur qui je vais tomber et à qui je vais potentiellement faire du mal
si je ne me vaccine pas, si je ne respecte pas un certain nombre de règles, etc., qui sont contraignantes, c'est un fait, on préférerait s'en passer. Mais voilà, je pense qu'à un moment, il faut prioriser ces luttes et ces angoisses. Il y a 10 millions de gens qui n'ont pas de quoi manger dans ce pays, en France. Je pense qu'il est un peu excessif de se préoccuper du bien-être d'une partie de la population qui a décidé, elle, d'emmerder tout le reste. Merci Nicolas. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nathan, retour à la musique. Oui. Alors, cette musique, la musique que je comptais passer au départ, dépendait énormément de la chronique de Nicolas. Et surtout de l'angle et du point de vue duquel il allait l'attaquer. L'angle je m'attendais pas du tout à cet angle, donc du coup au final je me suis dit on va peut-être prendre un truc qui correspond un peu plus à ce qu'il a dit, ou tout simplement changer d'air et un peu se détendre et se relaxer. Voici Le Noiseur avec Relax. Tu regarderas plus jamais le ciel, t'écouteras plus jamais le vent, tu diras plus la vie est belle, comme avant, comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus, tu peux courir, tu seras déçu. On retrouve pas les années perdues, et la vie elle continue. Mais relax, tu roules, tu verras, ouais, c'est cool. Relax, tu roules, tu verras, la vie sera cool. Comme avant, mais plus tout à fait à présent. Comme avant, mais plus tout à fait maintenant. Tu sortiras plus par la fenêtre pour pas réveiller tes parents. Tu pourras plus jamais renaître comme avant, comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus, tu peux courir, tu seras déçu. On retrouve pas les années perdues, et la vie elle continue. Mais relax, tout roule, tu verras, ouais, c'est cool. Relax, tout roule, tu verras, la vie sera cool. Comme avant, mais plus tout à fait à présent. Comme avant, mais plus tout à fait maintenant. Y aura plus de tempêtes, de roulettes russes, de temps qui presse. Y aura moins de tendresse, de doux regards et de caresses. Mais relax, tout roule, tu verras, ouais, c'est cool. Relax, tout roule, tu verras, la vie sera cool. Comme avant, mais plus tout à fait à présent. Comme avant, mais plus tout à fait maintenant. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et maintenant, déshabillons-les. Le rendez-vous indiscret sur la vie sentimentale et charnelle des grandes figures de l'histoire. Alors, cher Antoine Duvignal, qui allez-vous déshabiller pour nous aujourd'hui ? Oh, mais en vous regardant, là, je vois une légère impatience. Cette taille qui frise, ce stylo que vous manipulez nerveusement. Bon, eh bien, vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, c'est au tour du maréchal Lyautey de se révéler. Un grand homme avec moult rues, places, avenues, une personnalité dont la vie privée réserve quelques surprises. Pour ceux qui l'auraient oublié, peut-être pourriez-vous nous rappeler qui était Lyautey ? Alors, Lyautey est un grand et brillant militaire, maréchal de France, ministre de la guerre, comme on disait à l'époque, en 1916, et accessoirement académicien. Il fait une grande partie de sa carrière dans les colonies, surtout au Maroc, dont il a été le premier résident général. Il le quitte en démissionnant fin 1925, quand, de fait,
on lui retire le commandement des troupes françaises pour les confier à Pétain. Que savons-nous exactement des amours de ce grand militaire ? Eh bien, par chance, il nous a laissé un journal et de la correspondance. Un journal qui laisse peu de place au doute quant à ses amours et à ses orientations sexuelles. Car très tôt, elles apparaissent. Il est encore à Saint-Cyr, il a 21 ans, quand il note ses premières émotions. Froideur avec K, puis expansion. Aigreur avec M, puis tendresse au pluriel. Brouille avec R, puis réconciliation. Que je souffre, mais pourquoi ? Alors, grande sensibilité, on le voit, mêlé de tourments, il sort de Saint-Cyr sous-lieutenant à 22 ans, déjà déchiré entre sa foi religieuse et sa sexualité. En juillet 1877, il écrit « J'apprends que mon ami si aimé est à Reims à la même heure que moi, sans qu'un mot de lui m'en avertisse. » Et en août de la même année, à propos de son ami Prosper, il écrit « Voilà un garçon qui est tout ce que j'aime, je me colle à lui, je le persécute, je le fatigue de mon affection expansive, et voilà 18 mois que cela dure, pauvre garçon. Pourtant, je suis sûr qu'il m'aime. Comprenez, j'ai fait tout ce qu'il est possible pour le séduire, mais il n'ose pas se déclarer. » Parti pour l'Algérie l'année suivante, il y découvre les plaisirs du hammam. Il note « Ces beaux gaillards nus qui vous déshabillent, mais c'est l'extase. » Enfin, nus jusqu'à la taille, règle impérieuse des hammams. Lyautey doit faire de gros efforts pour se convaincre que sa foi est compatible avec ses penchants. Il écrit « Cet amour est un élan chrétien, une grâce surnaturelle. » Bon sang, mais c'est bien sûr, comment ne pas y penser ? Toujours plus précis, dans son journal, au fil du temps, il écrit en 1886, il a à ce moment-là 32 ans, « Un jeune sous-lieutenant qui me plaît si fort est venu de 10h à 2h du matin me réchauffer de sa sève chaude et riche. » Alors, comment réagit sa famille ? Est-elle au courant de son orientation ? Alors, Lyautey vient d'une famille de la bonne bourgeoisie de province, une famille d'officiers, très conservatrice, très catholique. Le jeune Hubert, marqué par ce milieu, est un catholique pieux et convaincu. Ses tensions, ses déchirements intérieurs sont immenses, et les tensions avec ses parents sont bien là, elles aussi. À 32 ans, il est promu capitaine de cavalerie, et sa famille commence à s'inquiéter en constatant qu'il est toujours célibataire. Son père le pousse au mariage et lui propose un parti, mais il refuse. Il écrit, empli de culpabilité d'ailleurs, « Je navre ma famille en n'assurant pas la transmission. » Un an plus tard, affecté à Saint-Germain-en-Laye, il renoue avec la vie mondaine. Alors là, il rencontre une certaine Louise, qui en tombe follement amoureuse, et qui pense mariage. Que nenni, c'est hors de question. Il lui écrit « Oh, je ferai un mauvais mari, je vous aurai préparé d'amers regrets et de cruelles déceptions. » Ce ne sera qu'en 1909, à 54 ans, qu'il finira enfin par se marier. Alors là, il épouse Inès de Bourgoin, 47 printemps, veuve du capitaine Fourtou, avec laquelle il n'eut vraisemblablement aucune relation sexuelle et que Lyautey appelle tendrement la veuve Fourtou. Cette malheureuse bravache, en sortant de la tente de son mari, déclara un jour à de jeunes officiers qui se trouvaient là « Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que cette nuit, je vous ai fait tous cocu. » En réalité, c'est une vie sentimentale et affective tiraillée, difficile, surtout pour son époque. Ah oui, empreinte de mélancolie même, de refus. Heureusement, en général, il est vite rattrapé par le désir, par la sensualité, et sa culpabilité fait long feu. Bon, il a de bons moments, mais même de beaux moments. Dans une période de doute, avant qu'il se marie, un garçon le tire de sa mélancolie. Le sous-lieutenant Black Belair, un nom qui claque. Il note dans son journal « Un admirable modèle d'homme, un physique que je compte travailler. C'est un réchauffant garçon, plein de sève. J'ai toujours aimé les plus jeunes quand ils sont aptes. J'aime ces compagnons dont on garde la suprême jouissance de la direction. Je ne travaille bien qu'avec les gens avec lesquels je couche. » Plus tard, juste avant de se marier, après qu'il ait été nommé haut commissaire au Maroc en 1909, il rédige une lettre d'adieu dans laquelle il annonce son suicide. Bon, une pensée bien sombre, heureusement non suivie d'effet. Une pensée qui révèle une profonde crise psychologique
où l'on peut lire une immense culpabilité, celle de ne pouvoir concilier religion et amour masculine. Et tout cela ne le gêne pas dans sa carrière militaire ? Et non, Lyautey fait une très brillante carrière militaire. Il fut même ministre de la guerre, comme je le disais plus tôt, peu de temps, 15 semaines, car son goût de l'autorité était peu compatible avec les habitudes parlementaires. Il démissionne en 1917, mais la réorganisation de l'armée qu'il a orientée, promue, ouvre la voie à Clémenceau qui obtient la victoire. Alors, Clémenceau, souvenons-nous, peut avoir de bons mots, et qui aura cette phrase restée célèbre, ouvrez bien vos oreilles, « Voilà un homme admirable, courageux, qui a toujours eu des couilles au cul, même quand ce ne sont pas les siennes. » Ah bon, alors, parce que c'était notoire tout ça. Disons que dans beaucoup de milieux, cela se savait. Ses opposants politiques ne se privaient d'ailleurs pas de faire allusion à ses côtés féminins. Si l'on en croit les contemporains, il semblerait même que Lyautey ait eu un tic de folle, puisqu'il mettait au féminin ceux qui lui déplaisaient. Avec lui, Pétain devenait la vilaine. Que n'aurait-il dit en 1942 ? Voilà pour la vie intime, mais il faut bien souligner que cette orientation sexuelle ne l'empêcha pourtant pas d'être couvert d'honneur, ni d'avoir droit à de grandioses funérailles nationales. C'est même le général de Gaulle qui, en 1961, demanda que ses cendres soient ramenées du Maroc pour qu'il ait sa sépulture définitive aux Invalides. Merci Antoine Duvignal. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Nous allons maintenant passer à Christophe Martet qui est par téléphone, LGBT+ Committee. Bonsoir Christophe, comment ça va ? Bonsoir Brahim, très bien. Bonne année à toi. Merci. Alors, quelle est l'actualité de Committee du moment, Christophe ? On n'est pas encore trop à parler de la présidentielle et de la gauche en capilotade, mais non, l'actualité elle a été marquée en cette fin d'année, ce début d'année, par notamment un témoignage qu'on a recueilli d'une femme, Lydie, une mère sociale, ce qu'on appelle une mère sociale. C'est vrai qu'on a beaucoup traité ce sujet sur Committee, donc de ces femmes, de ces mères qui, n'étant pas la mère biologique de l'enfant, peuvent parfois perdre leurs droits sur l'enfant, et c'est le cas de Lydie qui nous a raconté ça. Donc après le divorce avec sa femme, elle ne parvient pas à revoir sa fille, donc c'est un témoignage assez bouleversant, malgré le fait qu'elle a eu pour elle des décisions de justice favorables, qui la reconnaissaient justement comme mère à part entière. Donc c'est vrai que c'est des sujets toujours importants à traiter parce que la loi ne règle bien entendu pas. Oui. Alors là tu parlais politique, donc on a quelques mois de la présidentielle. Vous allez faire des sujets autour de ça ? Est-ce qu'il y a des portraits de politiques qui s'engagent dans la lutte LGBT+, qui mériteraient qu'on les mette en avant ? Alors, pour l'instant, on ne connaît pas trop les programmes, c'est encore un peu tôt pour connaître les programmes des candidats, Brahim, sur ces questions, sur les questions LGBT en particulier. Mais c'est vrai que Committee, on est une petite équipe, faut pas non plus rêver. Donc, on va voir comment on peut traiter de cette échéance qui est évidemment importante. C'est pas sûr cette année, en tout cas, les questions LGBT soient vraiment sur le devant de la scène, puisque ça a été le cas en 2012, ça a été le cas un peu en 2017, mais aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, les sujets, régaliens sont traités, et des sujets pas toujours très ragoûtants d'ailleurs par l'extrême droite. Donc, oui. J'ai peur que malheureusement, les personnes LGBT, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est dommage parce qu'il y a à la fois des sujets en France, mais aussi des sujets à l'étranger. Là, on a pas mal traité de ce qui se passe en ce moment en Afrique. Vous avez dû voir effectivement ce qui se passe au Sénégal, oui, avec ce groupe de parlementaires qui a voulu introduire une loi encore plus sévère contre l'homosexualité. Pour l'instant, c'est vrai que le Parlement n'a pas souhaité aller plus loin dans cette voie, dans la voie de la pénalisation encore plus forte de l'homosexualité, mais il se trouve que à plusieurs reprises, on a interviewé des militants LGBT, l'un au Ghana, l'autre au Cameroun,
Et on voit qu'à chaque fois, il y a quand même de grosses difficultés pour les personnes LGBT, pour les associations sur place, souvent avec une instrumentalisation de ces questions, souvent avec des instances religieuses qui mettent de l'huile sur le feu, si je puis dire. Donc c'est vrai que ça devient assez compliqué dans certains pays, et on aurait besoin de la France justement. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ce programme de dépénalisation. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus justement pour soutenir nos amis africains ? Alors, c'est vrai qu'il y a des associations en France qui travaillent avec eux. Je pense à la Solidarité internationale LGBT, par exemple, ou à Amnesty. Et donc, le mieux, c'est effectivement déjà de pouvoir s'informer sur les activités de ces associations, et puis de garder en tête que oui, ils ont besoin de l'appui de la France, ils ont besoin de l'appui des parlementaires, des politiques, mais aussi de la société civile pour avancer, parce que bien sûr, certaines expliquent que ils sont obligés de fuir leur pays quand ça devient trop compliqué, mais en même temps, il faut aussi des activistes sur place pour pouvoir justement faire avancer les droits des personnes LGBT. L'exil n'est pas une solution pour beaucoup de gens, en fait. Oui, effectivement, oui. Tu parlais tout à l'heure des politiques, pour l'instant, donc on était encore au début et que rien n'était encore défini. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner justement comme idée à tous ces politiques pour mener notre combat, et qu'est-ce qui reste encore à faire ? Tu sais, il y a beaucoup de choses, Brahim. Il y a toute la question des personnes, je pense en particulier des personnes intersexes, sur la question des mutilations. La France est régulièrement condamnée parce que pour des traitements inhumains sur les personnes intersexes. C'est quand même un énorme sujet, avec des centaines d'enfants qui naissent, des enfants intersexes, et à qui on ne demande pas qui avec des traitements vraiment inhumains, des décisions médicales pas toujours basées sur des considérations éthiques et sur le respect des personnes en tout cas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur les personnes trans aussi, il y a toute la question effectivement des violences, de la transphobie. On l'a vu avec les suicides ces derniers mois d'adolescentes trans. Donc il y a un problème d'éducation, un problème de formation. On voit que Blanquer a sorti des mesures, mais en même temps sans aucun budget. Donc tout ça reste très optionnel, reste au bon vouloir des professeurs, si je puis dire, de s'informer sur ces questions. Le sujet de la GPA, un jour ou l'autre, viendra sur le devant de la scène. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Voilà, les Pays-Bas s'y mettent, plusieurs pays européens s'y sont mis, donc il n'y a pas de raison que la France reste à l'écart de ça. Donc je disais que c'était aussi dans le programme d'Emmanuel Macron. C'était, tu penses, la GPA déjà à l'époque Oui. Il l'avait parlé en tout cas, je pense qu'effectivement il en avait peut-être parlé, mais à chaque fois ils en parlent avant les élections, puis après il ne se passe plus rien, quoi. Merci. Pour finir, qu'est-ce que tu pouvais ajouter, Christophe ? J'aimerais bien parler aussi d'une expo que j'ai pu visiter, c'est celle du MUSEM, consacrée aux 40 ans de la lutte contre le sida. Ouais. Donc une expo vraiment événement qui retrace vraiment le combat, en particulier le combat social, le combat politique, au-delà des questions médicales, de recherche. C'est vraiment une exposition sur le combat des militants, des militantes, sur ce qui a compté, pourquoi et comment cette épidémie a vraiment changé les choses en matière justement de la place des malades dans la société, et comment les malades ont pu s'approprier, s'emparer de ce sujet pour faire changer les choses. Donc c'est une expo qui va durer jusqu'au mois de mai. Donc Marseille, c'est pas forcément tout près, mais aujourd'hui, avec les trains Ouigo, c'est pas très cher. C'est pas très cher, effectivement. Donc on peut s'organiser pour aller voir cette expo, parce que vraiment, ça vaut le coup. Vraiment, je vous recommande cette expo. Merci pour cette recommandation. Et tu nous rappelles le site internet de Committed ? Committed.fr, 24 heures sur 24, sur l'info LGBT, le mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a. Merci Christophe Martet. Rendez-vous le mois prochain ? Oui, Brahim, avec plaisir, oui. Bonne année à toi et à toute ton équipe. Merci. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Merci. Hey ! Oh non ! Cette émission est maintenant terminée. Mais, un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.